Bonjour à tous. Comme promis et pour compléter ma précédente vidéo, je vais présenter le thème astral de Zelensky. Vous avez bien fait de me faire la suggestion parce que j'ai trouvé des choses très intéressantes. Mais avant de voir ça, faisons le point sur la situation. Ma vidéo sur Poutine, je l'ai publiée le 22 septembre, et le 23 septembre, il y a eu l'Assemblée générale de l'ONU, au cours de laquelle Trump a rencontré Zelensky, et suite à cette discussion, Trump a déclaré qu'il comprenait maintenant les difficultés économiques de la Russie, que la Russie mène depuis 3 ans une guerre sans but qui aurait dû prendre moins d'une semaine à une véritable puissance militaire. Il y a du vrai là-dedans dans la mesure où pour l'instant la Russie détient 18% de l'Ukraine, sauf que sur les 2 années précédentes de guerre, ils ont conquis 1% seulement du territoire. Et il a déclaré aussi que les habitants de la Russie allaient bientôt être confrontés à des pénuries, à des problèmes économiques graves. Et il pense que non seulement l'Ukraine pourrait reconquérir tout son territoire, mais aller plus loin que ça. Poutine et la Russie sont dans une situation économique très difficile et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Voilà, donc ça confirme certains des propos que je tenais, à savoir que Trump ne veut plus négocier avec la Russie, et à mon avis il a été blessé dans son ego par Poutine. Zelensky a déclaré que sans la Chine, la Russie de Poutine n'est rien, et que la Chine pourrait avoir un impact définitif sur la guerre. Le Kremlin, quant à lui, a déclaré qu'il n'avait pas d'alternative à poursuivre le conflit. Nous poursuivons notre opération militaire spéciale, parce que oui, c'est pas une invasion pour eux, c'est encore une opération militaire spéciale, pour assurer nos intérêts et atteindre les objectifs que le président de notre pays a établis dès le début. Donc maintenant c'est clair et définitif, la guerre va continuer, et le Kremlin lui-même a assuré mercredi que la Russie était stable en se référant à sa situation économique, mais il a néanmoins ajouté que la Russie faisait face à des tensions et des problèmes dans différents secteurs de l'économie. Avant de voir le thème de Zelensky, j'aimerais faire une mise au point par rapport à l'interprétation du thème de Poutine de la précédente vidéo. Certains d'entre vous, à mon avis, notamment des débutants en astrologie, ont déclaré que j'avais un parti pris contre Poutine et que mon interprétation n'était pas objective, qu'elle était orientée du fait de mon aversion pour Poutine. Mais je vais vous dire que c'est pas le cas. C'est-à-dire, quand par exemple je dis que Poutine est malhonnête et qu'on peut pas lui faire confiance, c'est pas parce que c'est mon opinion sur Poutine, c'est parce que dans son thème astral, il a Mercure avec Neptune en maison 12. Si maintenant Zelensky avait cette configuration-là, je dirais exactement la même chose pour Zelensky. C'est pas de l'astrologie relativiste qu'on fait, ou symbolique, ou bienveillante, ou je sais pas quoi, mais c'est pour ça que j'ai mis ici des captures d'écran de mon manuel d'astrologie, pour vous montrer que j'aurais dit ça pour n'importe qui d'autre. C'est-à-dire Mercure conjoint Neptune. Intuition, conception embrouillée, on s'illusionne facilement et on illusionne les autres, dans certains cas tendance à l'affabulation ou à être victime de fraude. Mais en plus cette tendance est confirmée chez Poutine par les degrés symboliques et par les étoiles fixes. Et ça, comme je dis ici, je ne peux pas tricher avec les étoiles et les degrés symboliques. C'est pas moi qui choisis les étoiles, qui sélectionne les degrés, non, non, non. Et si Poutine a un degré symbolique qui dit masque, comme quoi il porte un masque qu'il est trompeur et manipulateur, c'est pas un choix personnel. Et quand je disais que Poutine pouvait être impitoyable, sans scrupules, et prêt à tout pour atteindre ses ambitions, j'aurais pu même aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas vrai de dire qu'il y a une relativité morale, et qu'on ne peut pas juger, que ça dépend, etc. Non, peut-être que ça va chiffonner certains idolâtres de Poutine, mais Poutine a littéralement le thème d'une crapule. Voilà. Et est-ce que maintenant Zelensky, le thème qu'on va voir, est le thème d'une crapule? Non. Donc, voici le thème de Zelensky. A priori, quand on le voit comme ça, c'est pas un thème qui paraît très fort, il paraît même un peu faiblard, il n'y a rien qui saute aux yeux, il n'y a pas d'amas de planètes dans un signe cardinal, ou des planètes en élévation. Mais ce qu'on comprend directement en voyant ce thème, c'est que son élévation est directement liée aux étoiles fixes, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a le maître de l'ascendant avec l'étoile Vega, qui est une des plus brillantes du ciel et qui est plutôt favorable. Aussi le maître du milieu du ciel avec Régulus, une étoile royale. Mais pour commencer, comme toujours, il faut d'abord déterminer les planètes dominantes. Ici, il s'agit de Vénus, en conjonction étroite au Soleil, mais aussi culminante, c'est-à-dire c'est la plus proche du milieu du ciel, donc elle est très puissante, c'est la première planète dominante. Ensuite, c'est Jupiter, puisqu'il est conjoint à l'ascendant, et que l'ascendant est un angle plus fort que le descendant ou le fond du ciel. Ensuite, Neptune conjoint au descendant, et la Lune conjointe au fond du ciel. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que les deux planètes bénéfiques que sont Vénus et Jupiter sont très puissantes, ce qui favorise non seulement le caractère, mais aussi la destinée. C'est-à-dire c'est un rôle protecteur. Et même s'il y a des dissonances dans la carte, faut pas oublier la puissance de ces planètes, qui vont atténuer les dissonances et rendre de toute façon la personne plutôt agréable, conciliante, c'est-à-dire une personne tout à fait fréquentable dont les qualités vont souvent compenser largement les défauts. Mais ces planètes dominantes, a priori, pourraient indiquer pour un homme un caractère un peu faible, efféminé, du fait que Vénus est une planète féminine et que la Lune est aussi puissante. Mais cette tendance-là est compensée par Jupiter, mais aussi par les planètes en maison masculine, le Soleil en aspect à Mars,
qui donne malgré tout un potentiel d'autorité, de virilité, qui aurait pu être complètement absent si par exemple son ascendant avait été dans un signe féminin et les planètes réparties uniquement dans des signes féminins. Et donc l'influence de Jupiter est ici particulièrement bénéfique, notamment dans son rôle de chef d'État, parce que Jupiter donne une propension à guider les autres, à rassembler les autres autour d'un projet commun, à organiser les choses, et surtout ça lui donne une légitimité pour exercer son pouvoir, c'est-à-dire qu'il est perçu comme légitime, comme apte à faire respecter les lois et à ordonner l'État. C'est l'influence en fait un peu du bon père de famille, et pour un chef d'État c'est important, parce qu'alors son peuple a tendance à le percevoir comme une figure paternelle, bienveillante, qui veut son bien, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Il faut d'ores et déjà noter qu'il a un ascendant Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une influence qu'on retrouve souvent chez les acteurs, chez les comiques, et ici tout le monde sait que Zelensky à la base était un comique, mais il faut noter aussi que l'influence des Gémeaux a tendance à donner une dualité dans l'existence. Par exemple, les natifs des Gémeaux ont tendance à avoir deux carrières différentes, deux mariages, deux étapes dans leur vie qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et ça c'est particulièrement frappant chez Zelensky, c'est-à-dire il y a vraiment cette dualité entre le comique, le bouffon, puis maintenant le chef de guerre, le chef d'État, c'est vraiment frappant. Et cette dualité-là, on la voit déjà aussi dans les décans, c'est-à-dire que le décan du soleil des Gémeaux incline à une vie agitée, au succès artistique, mais le maître de l'ascendant, Gémeaux, Mercure, est dans le deuxième décan du Capricorne, le décan de Mars, et ça, selon ses Farial, paroxysme de l'affirmation de soi, d'une ambition intense et d'un grand enthousiasme, grand honneur militaire, le mot d'ordre du décan est la conquête et encore la conquête. Donc voilà, à première vue, c'est un thème léger, mais qui malgré tout, quand on regarde un peu dans les détails, a une force latente en lui, du fait encore une fois des étoiles fixes, de l'influence de Jupiter, et aussi de l'influence du lion ici. Zelensky a été d'abord un comique à la télévision, en fait c'était un peu un Hanouna si on veut. Par exemple, il y a encore des vidéos où on voit Zelensky danser en escarpin, ou vraiment faire le bouffon pour divertir les masses, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Russes. Et donc, adolescent, il a participé à des concours télévisés d'improvisation. À 19 ans, il a fondé une troupe de comiques produisant des programmes télévisés satiriques très populaires en Ukraine et en Russie. Il a notamment gagné Danse avec les stars, c'est-à-dire il dansait. Ce côté un peu comique, artiste, c'est encore une fois les Gémeaux, l'influence de Vénus, l'influence de la Lune aussi qui l'a rendu populaire, en Lion en plus, qui incline à la scène, qui rend un peu cabotin, bon acteur. C'est une influence qu'on retrouve très souvent chez ces gens-là. Et avec un style un peu excentrique, comme la Lune est carrée à Uranus, c'est-à-dire la volonté de casser les codes, de choquer, au risque de faire des choses de mauvais goût. Et cet aspect, comme la Lune est assez puissante, à mon avis ça lui donne un caractère un peu instable, irritable. Mais ce qui est particulièrement important de noter, c'est que le maître de l'ascendant Mercure est en sextile à Uranus en 5. Et comme vous le savez, la maison 5, c'est la maison des divertissements, du théâtre, des jeux, etc. Et ici, Uranus en 5, c'est évidemment le monde du divertissement télévisé. Et Uranus est le dispositeur du Soleil et de Vénus, en Verseau. Donc ce bon aspect du maître de l'ascendant à Uranus ainsi positionné lui a permis d'exploiter au maximum le potentiel d'Uranus en maison 5. Et notez une chose, c'est que si vous étudiez maintenant le thème en Placidus, c'est-à-dire avec la domification inégale que la plupart des gens utilisent, Uranus va se retrouver en 6. Et ça on verra plus loin avec les directions, que pour moi c'est indubitable que Uranus est beaucoup plus pertinent dans ce cas-là en maison 5 plutôt qu'en maison 6. Par contre, il faut bien noter quelque chose, c'est que ce n'est pas un thème superficiel. Pourquoi ? Parce que le maître de l'ascendant Mercure se trouve dans le Capricorne, et que cette position a tendance à donner un esprit concentré, ambitieux, avec une tendance à l'érudition, et ça c'est confirmé par Saturne en maison 3, c'est-à-dire la concentration, la capacité à se concentrer pleinement sur ce qu'on fait. Et ce qui est incroyable en fait avec Zelensky, c'est que il est devenu célèbre en Ukraine parce qu'il a joué dans une série télévisée qui s'appelait Serviteur du peuple, et là-dedans il incarnait un professeur d'histoire honnête et idéaliste qui devenait président après un discours viral contre la corruption. Et c'est suite à ce rôle qu'il a présenté sa candidature à la présidence à travers un sketch télévisuel, et il a été élu. Et donc ce destin assez pittoresque, assez exceptionnel, est encore une fois lié à l'influence de Uranus en maison 5, en sextile à Mercure en Capricorne, c'est-à-dire l'ambition qui est soutenue par le monde du divertissement télévisé, avec en plus l'influence du Soleil et de Vénus en Verseau. Mais évidemment, l'élévation exceptionnelle et inattendue dont on parle est directement liée à l'influence de l'étoile Vega. Si Mercure n'avait pas été conjoint avec cette étoile-là, à mon avis, il n'y aurait pas eu élévation. Et donc son programme, c'était la lutte contre la corruption du pays. Et effectivement, l'Ukraine était alors un pays extrêmement corrompu, mais il l'est toujours à certains égards. La corruption du pays, elle est signifiée ici par Pluton en maison 4, parce que la maison 4, c'est la maison de l'habitation, du foyer, du lieu de vie, du pays. Ça signifie donc ici un pays aux prises avec une mafia locale, c'est-à-dire un sous-État
caché, mais criminel. Et donc lui, c'est assez ambigu parce que le maître de l'ascendant est en carré à ça, c'est-à-dire c'est une lutte contre ça, mais c'est aussi des difficultés en lien avec ça. C'est-à-dire que sans doute que Zelensky est un peu limité dans ses actions à cause de cette mafia. Il ne peut pas tout à fait la soumettre à mon avis. Et il doit être lié à cette mafia pour des raisons personnelles et économiques. Parce qu'il a la lune en sextile à Pluton, et la lune est maîtresse de la maison 2, c'est-à-dire l'argent. Donc je crois que Zelensky, malgré sa bonne volonté quant à la lutte contre cette mafia, cette corruption endémique, il est malheureusement lié à cette mafia et il ne peut pas vraiment s'en passer pour exercer son pouvoir, ou du moins pour que l'économie du pays fonctionne plus ou moins bien. C'est ça l'ambiguïté de ces aspects que vous voyez. Mercure carré à Pluton sextile Uranus, la Lune carré Uranus mais sextile Pluton. Et ça c'est ce que je dis ici, Mercure en Capricorne carré Pluton en maison 4, limité dans ses actes par un sous-état de l'ombre, une mafia politico-économique héritée des anciens oligarques. Rapport ambigu de Zelensky avec eux, les combats, mais aussi est lié pour des raisons économiques pragmatiques. Doit montrer qu'il lutte contre la corruption tout en s'appuyant sur des réseaux locaux opaques pour faire circuler rapidement l'argent dans un pays en guerre. Et il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est ici vous voyez l'opposition de Soleil-Vénus en maison 8 en Verseau à Mars en maison 2, Mars étant le maître de 11, les amis, les alliés. Et selon moi, cette configuration signifie la dépendance budgétaire aux aides internationales, puisque la maison 8, c'est notamment la maison des capitaux, en Verseau, ce qui est au-delà des frontières, mais aussi ce qui est de l'ordre de l'aide, du soutien fraternel, altruiste. Mais cet afflux de capitaux crée des tensions notamment avec les alliés en ce qui concerne la gestion de ces fonds pour l'effort de guerre. Parce qu'on voit ici donc que Mars, significateur des alliés en maison 2, c'est-à-dire l'effort de guerre, les tensions se concentrent autour de ça, c'est-à-dire l'économie de guerre, les aides internationales et la manière dont ces aides internationales sont gérées par rapport aux véritables besoins de l'Ukraine. Et si Zelensky doit un jour avoir des problèmes dans son existence, à mon avis, ce sera lié à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait lui demander des comptes quant à la gestion des capitaux. Il pourrait y avoir par exemple des capitaux qui ont disparu ou qui ont été détournés, mais notamment par ses amis, parce que la maison 11, c'est notamment la maison des amis, qui pourrait être liée à ça. Et certains pourraient me dire ici, oui, mais pourquoi pour Poutine, t'as dit qu'il allait surmener son économie à cause de sa guerre, et ici c'est la même position, et Zelensky tu dis autre chose, mais c'est parce que Poutine, son maître de l'ascendant est Mars, donc c'est une planète beaucoup plus importante que pour Zelensky ici, puisque ici, pour Zelensky, c'est le maître de la maison 11, c'est-à-dire les alliés, les amis. Donc on voit que ceux qui ont le plus d'influence sur l'économie de guerre, c'est ses alliés et ses amis, pas lui-même. Tandis que Poutine, c'est le maître de l'ascendant. C'est ça aussi la grosse différence. Chaque position dépend de ce que signifie la planète. Et donc sa ligne idéologique est assez progressiste à certains égards. Il souhaite l'ouverture à l'international, il a la volonté de créer une économie moderne, technologique, avec une promotion de l'e-gouvernement. Et donc, d'une manière générale, c'est un caractère complexe. C'est-à-dire qu'il a ce côté joyeux luron, signifié par les Gémeaux, Vénus, Jupiter, ce côté joyeux, léger, assez aimable à certains égards. Mais en même temps, il a un esprit très ambitieux et concentré, du fait du Capricorne avec Saturne en maison 3. Il a aussi une autorité naturelle qui aide à rallier les autres et à inspirer la confiance et l'enthousiasme, du fait de l'influence de Jupiter et des planètes en Lion. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable caractère de Zelensky a été éveillé par Mars, la confrontation de Mars face à la maison 8, c'est-à-dire que c'est dans l'épreuve que se révèle le véritable caractère, qui ne se serait peut-être jamais révélé s'il n'y avait pas eu cette guerre. Et pour parler de son caractère, je dirais que le côté un peu sombre de son caractère serait plutôt signifié par le carré de Mercure à Pluton, qui pourrait le rendre un peu caustique, amer, cynique. C'est pas non plus à exagérer, ce genre d'aspect, parce qu'encore une fois, les planètes dominantes vont tempérer cela, et aussi parce que Mercure est plus élevé que Pluton. C'est-à-dire que l'influence dont on parle aurait été bien pire si le carré de Pluton venait d'un Pluton en élévation ici. Donc retenez bien non seulement l'importance des planètes dominantes, et aussi l'importance de l'élévation des planètes dans les mauvais aspects, et dans les bons aspects aussi d'ailleurs, parce qu'un aspect bénéfique est toujours plus puissant si la planète bénéfique est plus élevée. Par exemple ici on voit Jupiter qui aspecte Saturne, ce bon aspect est plus puissant que si Saturne avait été élevé au-dessus de Jupiter en sextile. Vous voyez ? Voyons ces degrés symboliques. La conjonction Soleil-Vénus est sur ce degré, un archer tirant un grand arc. Degré d'aperception. Capacité comme lanceur d'idées, prédicateur, missionnaire, on se montrera capable et l'on se distinguera. Ambitieux, on sera mis en tête des idées étrangères à celles de son milieu. Prudent dans ses méthodes, apte à réaliser ses desseins, on sera cependant forcé d'aller loin pour s'assurer les résultats de ses actes, car pour un tel caractère, ce qui est loin du sens commun est toujours plus réalisable et proche
que ce qui est immédiat. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dit qu'il sera mis en tête des idées étrangères à celles de son milieu, c'est-à-dire qu'il est dans un pays très conservateur, l'Ukraine, alors que lui a des tendances plutôt progressistes. Il représente le côté le plus avant-gardiste de l'Ukraine, si on veut. Le maître de l'ascendant, Mercure, est sur ce degré, un cumulus doux et nuageux sur un horizon clair, degré d'émollience, caractère aimable, souple et sympathique, s'adaptant au milieu, plein d'espérance et de confiance. Favorisé par la fortune, il sera l'ami et l'associé de ceux qui ont influence et pouvoir. Son esprit incline vers les vérités élevées, le cours de son existence sera marqué par beaucoup d'amabilité, de tolérance et de douceur. Aussi sera-t-il aimé de ses partisans, tandis que ses ennemis constateront que sa gentillesse et sa douceur tiendront en échec leurs armes les plus pointues. Ses chants se manifesteront dans des endroits lisses, son intelligence ajoutée à la cordialité du caractère sera favorablement admise par tous ceux qui viendront en contact avec lui. Ça me semble assez pertinent quand on voit par exemple l'attitude que Zelensky a eue avec Trump, quand il était humilié devant le monde entier dans le bureau ovale. Vous vous rappelez de la séquence peut-être? Et où notamment un journaliste américain lui avait parlé avec beaucoup d'arrogance en lui reprochant de ne pas mettre de costume. Personnellement, je trouve que Zelensky avait très bien réagi, c'est-à-dire qu'il est resté courtois, qu'il a remercié le peuple américain, et que la fois d'après, quand il est venu au bureau ovale, il a mis un costume. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas le faire, on lui a parlé avec beaucoup d'arrogance, d'agressivité, et bien lui, malgré tout, il a fait preuve de conciliation, et il n'était pas rancunier apparemment. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce côté conciliant l'a fait sortir vainqueur de sa confrontation avec Trump. Donc c'est ce que dit ce degré, sa gentillesse et sa douceur tiendront en échec leurs armes les plus pointues. Et d'ailleurs, il avait fait, quand il était revenu au bureau ovale en costume, il avait fait une blague au journaliste arrogant qui à la base l'avait un peu agressé vis-à-vis de ça. Et je trouve ça très bien de la part d'un chef d'État, d'avoir cette forme d'humilité. Il a Mars sur le premier degré du lion, et ça dit « Un lion sur une élévation regarde le soleil qui se lève ». Degré de dignité, grande dignité de caractère, beaucoup de confiance en lui-même, sans peur, très sensible aux louanges et flatteries, ambitieux d'honneur, capable de gouverner les autres comme lui-même, mais, à moins que le cœur ne soit bon, on ne sera pas un tyran pompeux. C'est-à-dire, bonne capacité d'autorité, mais on ne va pas abuser de ce pouvoir-là, on ne va pas être un tyran et, écraser les autres, etc. Et ça dit aussi sans peur, c'est-à-dire ça donne du courage. Mais de base, en fait, Mars en Lion a tendance à donner beaucoup de confiance en soi. C'est des gens qui n'ont généralement pas peur de la confrontation. Mais alors, ici, le fait que Mars soit en Lion, mais sur ce degré-là, ça le rend d'autant plus puissant. Et on sait bien que Zelensky n'a pas été lâche. Quand Kiev était sur le point d'être encerclé, eh bien, c'est-à-dire qu'il est resté avec son peuple, alors que les Occidentaux lui proposaient de se réfugier à l'étranger, il a dit non, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Vous voyez, c'est un gars qui a des burnes, quoi qu'on en dise. Il a fait preuve d'un grand courage. Beaucoup de politiciens auraient pris la fuite. Et il y a un degré très intéressant, ça c'est le degré de Saturne, qui est le maître du milieu du ciel et le dispositeur de Soleil, Vénus et Mercure. Deux cercles d'or joints par un ruban bleu dans un double nœud, degré d'union, caractère aimable, bienfaisant, heureux dans le mariage et qui peut-être se mariera 2 fois. Amour de la paix, de la concorde, idéalisme. En incorporant 2 existences dans une seule, on cherche dans les champs célestes. On se fera beaucoup d'amis sincères et l'on atteindra ses ambitions pour terminer ses jours dans le calme. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça dit bien en incorporant 2 existences en une seule. Et c'est exactement le cas de Zelensky, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut même croire que c'est la même personne entre le bouffon de la télévision, le Hanouna qui dansait en talons aiguilles, et le Zelensky, chef de guerre, qui reste avec son peuple, qui défend son territoire avec acharnement. Je trouve ça assez fascinant, personnellement ça me fascine ce genre de destin. Et bien ici, ce degré-là reflète cette double existence qui paraît inconciliable a priori. Donc, les étoiles fixes, il a Mercure avec Vega, maître de l'ascendant. Selon Robson, confère bienfaisance, idéalité, espoir, raffinement et versatilité, et rend ses natifs graves, sobres, extérieurement prétentieux et généralement lascifs. C'est assez intéressant parce que ça met bien en évidence la complexité du caractère de Zelensky, c'est-à-dire qu'il est à la fois versatile, mais aussi grave, sobre, et l'influence spécifique de Mercure avec Vega, ça dit méfiant, réservé, amer, ambition contrariée, double jeu, ennemi secret en position d'influence, problème avec la mère, perte en affaires. Je sais pas s'il a eu des problèmes avec sa mère, j'ai pas d'informations à ce sujet-là et c'est pas très important. Des ennemis secrets en position d'influence, ça c'est très possible. Et son côté méfiant, réservé, amer, et ce trait de caractère-là, c'est quelque chose qu'on a un peu reproché à Zelensky, je pense, son côté un peu plaintif, amer, c'est-à-dire qu'il va toujours présenter les choses d'un jour sombre, se plaindre. Et c'est vrai que rapidement, il y a des gens qui en ont eu marre de l'entendre demander de l'argent, c'est-à-dire que certains pouvaient le percevoir un peu comme un Calimero. Ici, de manière intéressante, il est question d'un double jeu, et à mon avis, ça confirme ce qu'on disait avant sur les rapports ambigus de Zelensky avec la mafia locale, les anciens oligarques.
dont apparemment il ne peut pas tout à fait se passer, avec lesquels il doit composer. Et donc une autre étoile très influente, c'est Régulus, parce qu'il est avec Saturne, le maître du milieu du ciel, le dispositeur du Soleil et de Vénus. Donc Saturne avec Régulus, ça dit juste amitié au sein du clergé, succès dans l'église ou en droit, érudition, richesse, gains spéculatifs, relations et amitié, position élevée, fierté de son foyer et de sa famille, bonne santé, troubles cardiaques en fin de vie. Et ça, troubles cardiaques en fin de vie, je pense que c'est très pertinent parce qu'il a le Soleil en Verseau en maison 8, opposé à Mars en Lion, et selon moi, ça pourrait signifier une mort en lien avec un problème cardiaque, parce que le Soleil est en exil en Verseau, en maison 8, la maison de la mort, en opposition à Mars, dans le signe du cœur. Mais il faut noter qu'à mon avis, ce sera plutôt une mort douce, du fait de la présence de Vénus. La présence de Vénus en maison 8 a tendance à rendre la mort plus agréable qu'autrement. On a aussi Jupiter avec Bételgeuse, esprit sérieux et studieux, affaires astucieuses et profitables, grand honneur dans l'Église ou la loi. Ce qui revient souvent ici dans les degrés et les étoiles, c'est l'importance d'amis bien placés, c'est-à-dire on peut s'attendre à ce que le natif soit bien soutenu par les autres, et c'est le cas. Et ça dit bien des amis puissants. Et on va voir que ça a son importance dans la synastrie. À la fin de la vidéo, je ferai la synastrie Zelensky-Poutine, mais aussi Zelensky-Trump. Mais en attendant, on va voir les directions. Ça, c'est très intéressant, vous allez le voir. À 37 ans, il a connu un grand succès en ayant le rôle principal de la série Le Serviteur du Peuple. Et à 37 ans, Mercure progressé, c'est-à-dire le maître de l'ascendant, était en trigone à Uranus natal, c'est-à-dire Uranus en maison 5, la maison des divertissements télévisés, etc. Gains par invention, plans originaux ou de manière inhabituelle, gains inattendus, relations bénéfiques, amitié intellectuelle, liaisons romantiques. Donc ça parle bien d'un succès inattendu, qui est en lien direct avec son élévation, puisqu'encore une fois c'est le maître de l'ascendant. Et 3 ans plus tard, à 40 ans, il est devenu président, encore une fois grâce à cette série. Et pour cet âge-là, il avait le Soleil progressé en trigone à Uranus natal. Prospérité générale, activité professionnelle, gains par invention, investissement ou de manière occulte et inhabituelle, gains inattendus, avancement public ou municipal, voyage, changement bénéfique, nouveaux amis. Ça c'est extrêmement pertinent parce qu'évidemment sa victoire était inattendue, il a eu un avancement public ou municipal. Donc encore une fois, le maître de l'ascendant puis le Soleil qui aspecte Uranus en maison 5. Et donc ici en l'occurrence, si Uranus est en maison 6, comme le veut la domification Placidus, ça n'explique pas son ascension en lien avec un divertissement télévisé. Et donc, pour en revenir aux directions, à 44 ans, invasion de la Russie, le milieu du ciel progressé en sextile au Soleil et à Vénus. Magnanimité, générosité, charge publique et honneur, amitié avec la noblesse, posent les fondements d'un grand avancement. Popularité, activité sociale. Et Vénus progressé était en trigone à Mars natal, nouvelles et durables amitiés. C'est-à-dire qu'il a subi l'attaque sous de bonnes influences. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas cédé, c'est-à-dire que l'invasion initiale de la Russie a été un échec, parce que la Russie était censée prendre Kiev en 10 jours, c'est ça, si je ne me trompe pas? En 10 jours. Ce qui est certain ici, c'est que l'attaque des Russes a donné à Zelensky un statut qu'il n'aurait jamais eu autrement. Cet événement a entraîné son élévation et l'a mis en contact avec tous les grands de ce monde, c'est-à-dire il est devenu effectivement ami avec la noblesse, entre guillemets. Et donc à 47 ans, ça c'est l'âge qu'il a maintenant, 2025, ascendant progressé sur Mars natal, impétuosité, querelle, implication dans une affaire judiciaire, beaucoup de malchance, danger de blessure. Mais en même temps, Mercure sextile Soleil-Vénus, période bien remplie, active, le natif est demandé et occupé, mais de manière profitable, gains financiers par les relations et les amis, changement plaisant. Donc voilà, a priori l'ascendant progressé sur Mars pourrait être assez dangereux. Je crois qu'au début de l'année, la situation de l'Ukraine n'était pas tellement bonne sur le front, et on voyait bien qu'il y avait un risque d'être abandonné par les États-Unis. Mais ici, Mercure sextile au Soleil et à Vénus est très puissant, dans la mesure où Mercure, encore une fois, c'est le maître de l'ascendant natal, c'est-à-dire que les relations avec les autres ont des résultats bénéfiques. Gain par les amis, changement plaisant, c'est-à-dire qu'il peut espérer en 2025 un changement dans la bonne direction. Et là, on sait maintenant que le changement dans la bonne direction, c'est le soutien inconditionnel de Trump. Et à 48 ans, ça c'est pour 2026, il est né au mois de janvier, donc on peut dire que ça concerne cette année-là, d'une manière générale. Soleil progressé, trigone, Mars progressé. La volonté est soutenue par une grande énergie, beaucoup d'audace et de combativité, puissance d'action, enthousiasme, esprit de conquête. Les initiatives sont souvent stimulées par un nouvel idéal et débouchent sur une autorité ou un rayonnement. Selon Robson, bonne santé et vitalité incline à l'activité physique, à l'exercice, au sport. Amis dans le monde martial, avancement militaire, honneur et réputation dans les occupations martiennes par le biais d'un patronage influent. Nombreux courts voyages, naissance d'un enfant, pour une femme, mariage. Et en même temps, Vénus progressée sextile Soleil natal, esprit gai, bonheur et prospérité, succès dans les affaires et les finances, ambition satisfaite.
Faveur de femmes, avancement, accroissement de la réputation, quelques extravagances, bonne santé. Donc ces influences sont extrêmement favorables. Il n'y en a pas d'autres, j'ai pas caché des influences mauvaises. Et comme vous le savez, les directions c'est le plus important. C'est les directions qui vont définir le potentiel de l'année, parce que la révolution solaire vient après, et les transits aussi. Mais donc là, le Soleil progressé, Trigone Mars progressé, c'est très puissant, notamment dans le contexte d'une guerre, et ça dit bien une puissance d'action et aussi le soutien d'un patronage influent. C'est-à-dire le patronage influent, maintenant on peut comprendre que c'est les États-Unis. Un avancement militaire, ça pourrait pas être mieux. Et surtout que j'ai remarqué que dans son thème, Mars était stationnaire, c'est-à-dire qu'il était très lent, et le degré activé par Mars, c'est celui-là. Un château puissant sur un roc élevé, au créneau du castel, un drapeau orné d'une couronne flotte au vent. Degré de domination, caractère fort, dominateur, ayant une grande patience, stabilité, témérité, ambitieux d'honneur, il est capable de résister à ses ennemis en ajoutant à sa grandeur de la célébrité. Rien qu'en voyant la direction, comme ça a priori c'est des directions de victoire. Mais il y a tout de même quelque chose qui pourrait tempérer cela, c'est le fait que dans le natal, Mars est opposé au Soleil. C'est-à-dire que certains pourraient dire, mais tiens, si dans le natal, Mars est en mauvais aspect au Soleil, ça pourrait, annuler la bonne direction, ou du moins la rendre beaucoup moins efficace. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce que comme le dit Robson dans son manuel, l'opposition agit fréquemment comme un aspect complémentaire et perd une grande partie de sa nature maléfique. Complémentaire, pourquoi ? Parce que dans le zodiaque, les signes qui sont opposés les uns aux autres sont toujours complémentaires sur le plan des éléments. Mars est en Lion, c'est-à-dire un signe de feu, opposé au Verseau, un signe d'air. Et comme vous le savez, l'air et le feu s'accordent bien. C'est-à-dire que peut-être au début de la vie, ça peut être conflictuel, mais après, le natif peut plus facilement équilibrer cette dissonance. Et c'est ce que dit Robson, avec une opposition, il est souvent possible de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, alors que cela n'est pas possible dans le cas du carré, et ce dernier peut généralement être considéré comme la pire des afflictions. Maintenant, voyons sa révolution solaire pour 2026, dressée pour Kiev. Et ici, c'est une révolution qui est assez belle. C'est presque une carte un peu artistique, je l'aime beaucoup. Mais après, évidemment, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne carte ? Ça, non, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'on voit ici directement, c'est que c'est une carte puissante. Pourquoi ? Parce que Mars est en conjonction à Pluton, au Soleil. Et donc, c'est une grande agressivité, une volonté extrêmement forte, mais pas du tout conciliante, une énergie agressive, concentrée, acharnée, la volonté d'atteindre ses buts, quoi qu'il en coûte, peu importe les moyens, sans excès de miséricorde. Donc c'est une année où on peut accomplir beaucoup, mais on risque de se montrer presque destructeur dans ses méthodes. Et donc ici, je vous donne des extraits de mes manuels. Conjonction Mars-Pluton donne une énergie irréductible, potentiellement agressive et rebelle, intensifie grandement la combativité. Les actions auront parfois tendance à détruire, cette destruction pouvant être suivie d'une régénération. On peut s'attendre à un changement profond dans le domaine signifié par la maison occupée par cette conjonction. Si on considère que Mars conjonction Pluton est une conjonction violente, on pourrait dire aussi que c'est une configuration dangereuse qui incline à des actes extrémistes, qui engendrent une poussée d'agressivité, une violence qui peut être soit provoquée, soit subie selon les circonstances. Les sentiments de tout ou rien ou de la fin justifient les moyens sont alors très puissants. La rancune et le désir de vengeance sont stimulés, et l'influence Soleil-Pluton, période de vie à la fois étonnante et bouleversante, régénération complète, climat de crise, profonde transformation des objectifs poursuivis, volonté puissante et acharnée. Ça c'est pour la Révolution, et si on regarde les principaux transits de 2025-2026, on a ceci. En octobre 2025, Jupiter sur Mars progressé, et Neptune Trigone Mars natal. C'est extrêmement positif, parce que Jupiter sur Mars progressé, surtout dans le contexte d'une guerre, c'est l'influence de la victoire, ça. Et donc, quand Jupiter et Mars sont bien configurés, regain d'énergie, optimisme et dynamisme augmentent la confiance en ses capacités, le désir de dépenser ses forces en des entreprises audacieuses et hardies, succès dans les affaires demandant cran, combativité, initiative, la fortune sourit aux audacieux. Quand on a ce genre de configuration-là, on sait qu'on peut y aller, qu'on doit mettre toutes ses forces dans ce qu'on entreprend, parce qu'on a toutes les chances de succès. Jupiter, qui récompense l'audace et la combativité. Ça peut pas être mieux. Novembre 2025, Uranus sextile à Mars natal. Ça, c'est encore une influence très positive. C'est la combativité qui est décuplée par un influx dynamique. C'est-à-dire que sous ces influences-là, on peut accomplir énormément en un temps record. Les entreprises spontanées expéditives sont favorisées, car on est alors disposé à surmonter rapidement les obstacles, réaliser beaucoup en un temps record, on se sent davantage dynamique et audacieux, on ne craint pas les risques. Toute action entreprise sous ces influx ne pourra que déboucher sur un progrès, surtout si les mondes techniques et technologiques sont impliqués. Mais il faut noter que cet aspect-là, il y a plusieurs passages d'Uranus sextile à Mars, ça va revenir après. C'est pas toujours le premier passage qui est le plus important, puisqu'il y a la rétrogradation
le retour, et souvent c'est le dernier passage de la planète qui active pleinement le potentiel de l'aspect. En décembre 2025, Jupiter rétrograde sur Mars progressé. Comme je viens de le dire, il y a 3 passages, et c'est souvent le 3e passage qui est le plus important, mais ici, il y a le 2e passage après rétrogradation. En février 2026, Neptune de nouveau trigone à Mars natal, le 16, Saturne trigone à Mars natal, et le 18, Mars sur le milieu du ciel natal. C'est-à-dire c'est une configuration assez puissante. Saturne en trigone à Mars, ça rend endurant et ça permet de fournir des efforts soutenus durant une période prolongée, donne le désir et la force de poursuivre des objectifs difficiles impliquant la nécessité de surmonter des obstacles, persévérance dans l'action, méthode radicale et efficace qui permettent de réaliser beaucoup, peu de sentimentalité, on peut même se montrer un peu dur pour parvenir à ses fins, on est apte à la confrontation avec autrui, à vaincre toute résistance. Et ça met d'autant plus en évidence l'influence de Pluton avec Mars dans la Révolution. Et donc en mars 2026, il y a Pluton sur le Soleil, mais en même temps, c'est-à-dire 2 jours après, Saturne est en sextile au Soleil natal. Et ça rend l'influence de Pluton positive, c'est-à-dire qu'a priori, Pluton sur le Soleil, ça peut être une influence un peu ambiguë, on peut la voir comme négative. Si ça avait été le contraire, si à ce moment-là, Saturne avait formé un carré au Soleil, alors là on aurait pu en déduire, oui tiens, là Pluton et Saturne vont affliger la volonté, briser l'élan, contrecarrer les projets, mais là c'est pas le cas. Il y a le soutien de Saturne qui est très important. En avril 2026, on a Saturne sextile Vénus natale, qui n'est pas tellement important dans le contexte d'une guerre, puisqu'on regarde plutôt Mars. En mai 2026, le 28, Jupiter sur Mars progressé. Ça, c'est le dernier passage de Jupiter sur Mars progressé, c'est le plus important. Et en même temps, il y a Uranus sextile Mars natal. Donc vous voyez les 2 influences dont je vous ai parlé, celle-ci et celle-là, eh ben, elles sont concentrées au maximum en mai 2026. Et en plus, le Soleil est sur Uranus de révolution, donc c'est une période importante. Je crois qu'à partir de mai, l'Ukraine va lancer une offensive éclair qui, selon moi, ne pourra que être couronnée par le succès, puisqu'il y a cette influence extrêmement forte de Jupiter avec Mars, et le côté explosif, inattendu, expéditif d'Uranus. C'est-à-dire que ça pourrait aller très vite. Et en juin, donc, Pluton est de nouveau sur le Soleil natal, et en juillet, là c'est la période selon moi la plus importante, parce qu'on a Jupiter sur Mars natal. Et donc là, il y a clairement la double influence de Jupiter à la fois sur Mars progressé et sur Mars natal, qui sont très proches parce que comme je l'ai dit dans la progression secondaire de Zelensky, Mars est stationnaire et très lent. Le 6, on a Mars trigone au Soleil natal. Le 10, on a le Soleil sur Jupiter de révolution. On a Jupiter opposé au Soleil natal, qui est une influence qui n'est pas très négative, enfin qui ne peut pas faire beaucoup de mal. Le 25, on a le Soleil opposé Mars-Pluton de révolution. Et le 30, Mars sur l'ascendant, avec ensuite Soleil opposé à Mercure et Vénus de révolution. Et là, c'est une configuration assez dangereuse, c'est-à-dire que si Zelensky doit avoir un accident ou être blessé ou quoi, ce serait plutôt autour de ces jours-là, le 25-30 juillet. Mais selon moi, vu l'ensemble des configurations, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir un dénouement peut-être dans la guerre. En août 2026, il y aura Uranus trigone au Soleil natal, encore une influence très positive, et une éclipse totale qui tombe dans le thème de Zelensky sur le fond du ciel, proche de la Lune. Proche de la Lune, il y a 4 degrés d'orbe, donc je ne sais même pas si c'est vraiment très très influent pour lui. Et en septembre 2026, on a Jupiter sur la Lune natale et Mars de retour à sa position natale. Donc ici très clairement, vous voyez bien que je n'exagère pas, j'ai pas caché de mauvais aspects, de mauvaises influences. Les influences pour Zelensky ne pourraient pas être meilleures. J'insiste là-dessus, elles ne pourraient pas être meilleures dans le contexte d'une guerre. De même que pour Poutine, à cette période-là, les influences ne pourraient pas être pires. C'est-à-dire, comme on l'a vu, Poutine, Saturne afflige à la fois son Soleil progressé et Mars natal, et son Soleil natal, parce que comme je le rappelle ici, en juillet, Poutine a Saturne opposé au Soleil, et ici Zelensky c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vraiment il n'y a aucune ambiguïté. Parfois c'est difficile de juger, de dire tiens, il y a des contradictions, mais ici tout va dans le même sens. Zelensky va gagner la guerre, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre ? Et comme je vous le disais, le moment vraiment de bascule, ça va être l'été, juillet, août, avec l'éclipse totale visible depuis l'Europe. Mais voilà, et là je dis encore une fois, c'est pas un jugement basé sur ma sympathie pour les Ukrainiens ou quoi, j'ai envie de faire du wishful thinking, dire oui, vive, on espère que les Ukrainiens... Non. Maintenant voyons la synastrie Zelensky-Poutine. La configuration la plus intéressante ici, c'est Jupiter de Zelensky à l'opposition exacte de Mars de Poutine, qui encore une fois sont maîtres de l'ascendant, maison 2, sur un degré d'impuissance. Et il faut noter quelque chose, ici on va le voir juste après, mais le soleil de Trump est ici. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, le soleil de Trump s'oppose au Mars de Poutine, mais là, c'est le soleil de Trump et sur le Jupiter de Zelensky. Donc on voit ici l'autorité de Trump, qui est le soutien
le bienfaiteur de Zelensky et qui s'oppose à la volonté de Poutine sur un degré d'impuissance en maison 2. À court terme, Mars a l'avantage, car c'est l'énergie de l'action immédiate, de l'attaque brutale. Dans une bataille ponctuelle, Mars peut frapper fort et surprendre. À long terme, Jupiter tend à l'emporter, car Jupiter représente la capacité à rassembler, à légitimer, à tenir sur la durée. Alliés, chance, expansion, vision plus large. C'est-à-dire la légitimité, la chance, la puissance économique, notamment représentée par Trump, et là c'est pas abusé puisque le soleil de Trump est ici, face à l'agressivité brute, mais impuissante. Donc pour moi, rien qu'ici la synastrie de Zelensky-Poutine avec Trump, ça rend l'issue du combat assez indubitable, c'est-à-dire je vois mal comment Poutine pourrait remporter ça vu cette interaction-là. Mais en plus de ça, on a Mercure de Zelensky opposé à Uranus de Poutine, et aussi carré au Saturne de Poutine. Et donc il faut bien noter ici que l'éclipse du 12 août 2026 va tomber ici. C'est-à-dire ça va activer à la fois le milieu du ciel et Pluton de Poutine et le fond du ciel, la lune de Zelensky. Donc c'est assez puissant. Maintenant, voyons la synastrie de Zelensky et de Trump. Le soleil de Trump est sur l'ascendant de Zelensky avec Jupiter. Comme on vient de le dire, Trump représente le pouvoir sur lequel Zelensky va s'appuyer, mais en même temps, l'ascendant de Trump sur Régulus est sur Saturne de Zelensky. Donc ça veut dire que Zelensky se sent malgré tout restreint par Trump. Il ne faut pas oublier ici que Saturne sur Régulus, comme on l'a dit, ça représente notamment des amis puissants, et donc ça pourrait signifier cet ami puissant qui est Trump. Et donc c'est pas de si mauvais augure de voir l'ascendant de Trump ici. Mars-Trump sur Saturne de Zelensky, ça c'est déjà une configuration beaucoup plus violente, et d'ailleurs on sait que Trump et Zelensky ont eu beaucoup de tensions entre les deux, c'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit, Trump a humilié Zelensky dans le bureau ovale, et avant ça, il y avait eu des problèmes avec Hunter Biden, le fils de Biden, c'est-à-dire que Trump avait demandé une faveur à Zelensky pour enquêter sur Biden en Ukraine. Enfin, il y avait eu tout un scandale vis-à-vis de ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas tellement intéressant. Et donc ici, pour terminer, voyons le thème de l'Ukraine, qui est un thème assez joli, avec un bel amas en lion, un ascendant Capricorne, Pluton au milieu du ciel. Et donc la conjonction Neptune-Saturne est en sextile à Saturne de l'Ukraine. L'éclipse totale d'août 2026 arrive à l'opposition exacte de la Lune et est proche de Jupiter ici. Et il faut savoir que la Lune est la maîtresse de la maison 7, c'est-à-dire les ennemis déclarés. Et le fait que l'éclipse arrive à l'opposition exacte de la Lune, j'extrapole encore un peu, mais a priori ce n'est pas une très bonne influence pour l'attaquant, l'agresseur, l'ennemi. Et ce qu'on a d'autre aussi, c'est donc l'éclipse qui tombe près de Jupiter. Et il faut savoir qu'une éclipse sur Jupiter, comme le dit Robson, bien que généralement adverse, une éclipse peut parfois produire un effet bénéfique, et dans le cas d'une éclipse sur Jupiter, et dans une moindre mesure sur Vénus, le résultat immédiat sera désagréable, mais le résultat final sera avantageux. C'est-à-dire, l'éclipse près de Jupiter, ce n'est pas mal du tout. Voilà ce qu'on peut dire sur le thème de l'Ukraine. Et il faut noter encore une chose, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la conjonction Neptune-Saturne de février 2026 arrive à l'opposition exacte de la conjonction Soleil-Saturne du thème de la Russie, qui est un thème d'ailleurs beaucoup plus ancien que celui-là, parce qu'ici c'est un thème qui a 35 ans. D'ailleurs pour les 35 ans, par progression secondaire, Vénus arrive sur Jupiter, après avoir rétrogradé, ce qui est plutôt positif. En tout cas pour un individu c'est très positif, après à l'échelle d'un pays, je crois qu'on peut extrapoler et dire que ça l'est aussi. Donc maintenant si je dois me baser uniquement sur des considérations astrologiques, je dirais que l'influence pour la Russie est très mauvaise et l'influence pour l'Ukraine très bonne. Et je dirais qu'il est très plausible que l'Ukraine remporte une victoire ce printemps et cet été, c'est-à-dire qu'elle repousse les envahisseurs, en tout cas encore une fois quand on se base sur les influences astrologiques. Si on parle encore une fois des influences astrologiques uniquement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la conjonction Saturne-Neptune pourrait être extrêmement chaotique et déstabilisante pour le régime russe. Parce que maintenant, si la Russie perd en Ukraine, et que maintenant même la propagande russe n'arrive pas à cacher cet échec, parce que jusqu'à présent, elle a réussi à plus ou moins déformer les choses, alors que la Russie se casse les dents en Ukraine, littéralement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'impression de se réinformer sur Internet, mais si c'est pour bouffer la propagande du Kremlin, je vois vraiment pas l'intérêt. Encore une fois, elle a pris 1% du territoire en 2 ans. En fait, la Russie se fait déjà humilier par l'Ukraine. Et elle a déjà virtuellement perdu la guerre. Pour rappel, le Kremlin était censé prendre Kiev en 2 semaines, 10 jours même. Et une fois que cette défaite de la Russie sera indiscutable, même pour le peuple russe, j'ose même pas imaginer les résultats de ça. Ce sera un effondrement total de l'illusion d'une Russie forte et impériale,
Parce que en fait, le régime de Poutine repose beaucoup là-dessus, sur l'illusion de la force. Et si d'ailleurs c'était vraiment un régime fort, pourquoi est-ce que la Russie aurait besoin de sans cesse provoquer, de parler de bombes nucléaires, etc. Est-ce qu'un régime fort a besoin de faire des menaces nucléaires? Non, c'est un aveu de faiblesse, évidemment. Est-ce que les États-Unis commencent à parler de bombes atomiques aux pays étrangers? Bien sûr que non. La Russie passerait du statut de puissance incontournable à celle d'une puissance régionale affaiblie, des centaines de milliers de vies sacrifiées, une économie à genoux pour rien. Parce que les Ukrainiens, eux, savent pourquoi ils se battent, ils défendent leur patrie, mais les Russes, pourquoi ils se battent? Alors, vous allez me sortir des histoires comme quoi, oui, c'est l'OTAN qui a déclaré la guerre, etc. Alors, je sais pas ce que les bots russes maintenant balancent sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse même pas. Et donc, en plus de ça, une crise économique aggravée par des sanctions prolongées et une baisse du revenu énergétique, démoralisation populaire, sentiment d'humiliation, possible retour de manifestations, malgré la répression. Et donc, tout cela pourrait aboutir sur un changement de régime, c'est-à-dire que Poutine aurait ruiné la Russie et il aurait à partir. Et ce serait le scénario finalement de 1991, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la défaite indirecte en Afghanistan, l'isolement international, l'économie exsangue, la contestation intérieure, et puis un effondrement du système en quelques années. Mais maintenant, il serait bon, comme je parle un peu de la propagande russe, je sais que beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur Internet et ont tendance à être moins critiques vis-à-vis de la propagande Internet par rapport à la propagande télévisuelle. Il y a certains mythes de cette propagande qu'on pourrait peut-être juste passer en revue. La Russie mènerait une guerre sainte pour combattre le mal, afin de protéger le christianisme et les valeurs traditionnelles. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Il y a aussi un autre pilier très important de la propagande du Kremlin, c'est que la victoire russe est inévitable, que soit la Russie va emporter la guerre, ou alors que le conflit va déboucher sur une troisième guerre mondiale, que la seule possibilité pour avoir la paix, ce serait la démilitarisation de l'Ukraine. C'est un discours qui revient souvent, et auquel d'ailleurs moi-même j'adhérais à un certain temps, c'est-à-dire que pour moi, j'étais persuadé que la Russie allait gagner la guerre, et que c'était une question de temps avant que ça se produise. Un autre axe de la propagande du Kremlin, c'est que la Russie se défend contre l'agresseur ukrainien. Et ça, c'est une manipulation très commune, c'est-à-dire c'est l'inversion accusatoire, c'est-à-dire se faire passer pour la victime. À peu près tous les agresseurs le font, parce que c'est facile et ça permet de rallier l'opinion publique. Et d'ailleurs, c'est très important pour le peuple du pays en question, parce qu'aucun peuple ne veut être vu comme l'agresseur, comme le méchant, entre guillemets. Alors c'est plus facile de se faire passer pour le gentil, la gentille victime qui se fait agresser. Ce que je vois ici, c'est un pays souverain, l'Ukraine, qui se fait envahir, et des Ukrainiens qui se battent pour défendre leur patrie. Voilà, je suis peut-être simple d'esprit, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je veux dire, je vais pas chercher à midi à 14h en disant « mais non, tu comprends pas, l'Ukraine représente les forces, le nouvel ordre mondial, etc. » Oui, enfin, je veux dire, moi je suis passé à autre chose. Mais alors, il y a quand même un mythe sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui de la Russie qui mène une guerre sainte afin de protéger le christianisme et les valeurs traditionnelles face à un Occident décadent, face aux forces du mal. C'est-à-dire que Poutine serait le gardien, le défenseur des valeurs traditionnelles, des valeurs chrétiennes. Mais on va juste faire un petit tour des statistiques de la Russie de Poutine, c'est-à-dire la soi-disant Russie traditionnelle, la Sainte Russie, face à l'Occident décadent. La Russie détient le 4e taux de personnes qui mettent fin à leur jour en Europe. À titre de comparaison, la France est le 37e taux. Et pour la Russie, c'est le 9e taux le plus élevé au monde, c'est-à-dire des gens qui décident de quitter cette terre parce que la vie apparemment est trop insupportable. La Russie détient le taux d'avortement le plus élevé au monde, 314 avortements pour 1000 naissances vivantes. À titre de comparaison, l'Union européenne enregistrait 188 avortements pour 1000 naissances vivantes en 2020 selon l'OMS. Taux de natalité en Russie en 2023, 1,4 enfants par femme. Évidemment, le taux de natalité occidental n'est pas beaucoup plus élevé, mais quand on parle d'un pays soi-disant traditionnel contre le modernisme, etc., en tout cas ce n'est pas illustré par le taux de natalité. Et c'est directement lié au fait que la Russie détient le 3e taux le plus élevé de divorce au monde, après les Maldives et Guam. Chiffre de 2022, c'est-à-dire que le taux de divorce en Russie, c'est 73,6%. Espérance de vie en Russie, 70,5 ans. L'espérance de vie de la Russie est donc derrière celle du Venezuela, de la Moldavie, du Kyrgyzstan, du Bangladesh, etc. En 2002, en Russie, 32% des individus se sont décrits comme athées, 42% indiquaient qu'ils n'avaient jamais été dans une église, 3% des Russes fréquentent régulièrement une église. Donc ça contredit un peu cette vision de la Russie qui serait, encore une fois, chrétienne face à l'Occident, athée, décadent. Donc ces chiffres, ça reflète quoi d'une certaine manière? C'est que si l'Occident est décadent, je veux bien, l'Occident est décadent, d'accord, mais la Russie l'est tout autant, sinon plus. Et j'ai pas de problème avec le peuple russe, j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour la culture russe. J'admire Dostoïevski, Tolstoï, Tarkovsky, tous ces gens-là. Il y a un génie russe et l'importance historique de la Russie et culturelle est gigantesque, je le nie pas. Mais présenter la Russie moderne comme le porte-drapeau de la tradition, de l'orthodoxie, c'est pas reflété par les faits. Et ici, les chiffres, je donne pas les sources parce que j'ai pas la place, mais ça vous prendra 10 minutes à vérifier si vous avez envie de vérifier. Et donc voilà, et je sais que maintenant, dans les commentaires, vont se déchaîner les groupies de Poutine.
Mais qu'elles le fassent maintenant parce que bientôt elles pourront plus le faire. Voilà exactement ce que je pense. Bon, on va en rester là. Allez, à la prochaine.